de travail ont peut-être des limites en disponibilité. Euh, j'ai été présenté un petit peu par Arnaud. Alors, spécialiste des MOOC, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait, hein. J'ai participé effectivement à certaines aventures, alors notamment celui gestion de projet avec Rémi Bachelet sur un dispositif assez particulier puisqu'il s'agissait de l'étude de cas qui a directement suivi la partie un petit peu plus classique, donc ça veut dire de la conception, ça veut dire du suivi, d'animation, de forum, etc. De communication aussi, puisque ben, on était vraiment dans les prémices, hein, ça paraît ancien, mais c'était il y a 8-10 mois pratiquement. Et donc, il y avait véritablement derrière l'idée de promouvoir aussi ce dispositif, hein, promotion d'ailleurs qui continue, hein, puisque on est aussi, on continue d'être sur ne serait-ce que des appels à projets ou des concours quelquefois sur des dispositifs innovants en matière d'éducation à travers ce MOOC, à travers d'autres MOOC. Alors l'idée c'est aussi, hein, de vraiment réfléchir à ce que ça nous apprend sur la pédagogie, les limites aussi peut-être que peuvent présenter les MOOC en matière de pédagogie, et d'essayer de balayer tout ce qui est possible à travers ces différents dispositifs. C'est ce que j'avais proposé, hein, dans le cadre justement de Communautique, que ce soit pas simplement encore une fois ben, les MOOC, mais ce que ça nous apprend, ce que ça développe, hein. Et puis peut-être justement d'autres approches pédagogiques que les classiques, c'est le constructivisme, le socio-constructivisme, etc. Ce que ça apporte d'autres comme réflexion en matière de pédagogie. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on démarre par une petite question que je vous pose. J'espère que vous voyez d'ailleurs le diaporama. Dites-moi si vous le voyez. Tout le monde le voit, oui? Oui. Ah ben, il y a deux oui de Timothée, donc c'est bon. Euh, Oui, super. alors, l'idée, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui pour vous représente ce que peut être un MOOC ou un MOOC, hein, je vais peut-être, avec Arnaud, on avait convenu de dire MOOC, donc je vais rester sur MOOC. Euh, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que, par exemple, ce que je vous montre là, c'est une image pour vous assez classique de ce que pourrait être un MOOC? Alors, c'est le premier choix. Deuxième, ce qu'on montre en général, hein, dans les publicités, dans les promotions. Alors, quand vous dites oui pour un ou pour deux ou pour trois. Donc, un, c'était ça. Deux, on est là-dessus. Donc, des petits jeunes qui montrent tous du doigt un écran. Euh, trois, et quatre, et cinq. Je m'arrête là, hein. Sandra, vous dites oui pour la un. Est-ce que c'est non pour les autres? Un et 5, un mélange de tout. Non pour certaines, ok. Alors, si on essaie de voir ensemble, effectivement, ce qu'on a de façon plus courante, hein, et qui paraît quasi inévitable quand on parle d'un MOOC, c'est les personnages qui sont face caméra, qui ont un diaporama ou qui en ont pas, qui sont debout ou qui sont assis et qui vont faire des vidéos, souvent des vidéos de 6-10 minutes, quelquefois une vingtaine de minutes, hein. Il n'y a pas vraiment de normes, mais on considère quand même que quand on dépasse la dizaine de minutes, on a intérêt à dire des choses passionnantes pour que les gens restent. Euh, Ça, ce que je suis en train de vous montrer, c'est la publicité. Vous demandez des images sur Google concernant les MOOC, vous avez ce genre de choses. Bien entendu, ça ne ressemble
absolument pas à ça dans le réel, hein, euh, le public est rarement, ou pas seulement en tout cas un public d'étudiants, et on n'est pas non plus 15 000 autour d'un même ordinateur. L'idée justement c'est euh, voilà, de travailler. Et le côté tout se réjouit, comme tu le dis, Christophe, on y croit assez peu. Ça n'empêche que c'est l'image, quand quelqu'un cherche une image pour illustrer un MOOC, c'est ce qu'il va trouver, ce qu'on va voir absolument partout. Euh, Là, plus classique, hein, euh, des questions fermées. Et c'est vrai qu'on a l'image de MOOC avec des questions fermées, des QCM. C'est toute la limite qui est mise en avant par certaines personnes qui disent que bah oui, on est revenu à quelque chose d'un petit peu euh, très léger au point de vue pédagogique, puisqu'on nous présente des vidéos et des QCM à la fin. Ça ressemble étrangement à des caricatures de cours magistraux qu'on voudrait surtout éviter en fait. Et et donc, on a ce genre de choses avec c'est correct, c'est pas correct, vous pouvez avoir des infos supplémentaires, etc. Testez vos connaissances, et puis si vous n'êtes pas sûr, revoyez la vidéo. Et, et par contre, alors là, je vous montre ça. Rencontre locale ponctuelle. Est-ce qu'on est encore dans un MOOC? On voit 5 personnes autour de Perrier et de Coca, on voit des personnes autour d'une salle. Euh, la réponse est oui. La réponse est oui, et c'est l'idée de ce qu'on appelle des meet-up. Euh, C'est-à-dire que on va tout simplement se proposer aux gens de se réunir à un moment donné, de se rencontrer physiquement autour de villes. Et il y a certaines des villes comme Paris, des grandes villes américaines où il y a régulièrement des possibilités de se rencontrer. Les grandes plateformes type Coursera le proposent, l'encouragent. L'idée est vraiment à un moment donné de prolonger par toutes les manières possibles la, la formation elle-même, et ça peut être quelquefois de travailler ensemble sur des petits espaces, hein. À l'extrême, vous voyez maintenant aux États-Unis en tout cas des gens qui vendent des cours particuliers associés à un MOOC. En gros, hein, prolonger ou préparer la certification. Et puis, ils affichent leurs tarifs, hein, ça va de gratuit à quelques dizaines de dollars de l'heure. Euh, et voilà, donc ça montre une espèce de prolongement. C'est ce que je voulais montrer à travers ça, c'est-à-dire que l'image qu'on en a de façon classique, elle, euh, elle est peut-être un peu réductrice parce que, en gros, on peut faire énormément de choses, hein, à travers des MOOC, hein. Euh, Notamment, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des activités quelquefois en groupe, des activités de projet, on va avoir des activités de recherche, des activités qui sont quelquefois portées sur du réel, c'est-à-dire que sur certains MOOC, notamment en management, en gestion de projet, en création d'entreprise, les gens arrivent avec des projets réels. Et puis, bah, si elles arrivent à recruter autour d'elles, elles vont avoir d'autres personnes formées qui vont porter elles-mêmes le projet au minimum le temps de la formation et puis voir au-delà. Donc l'idée est vraiment de montrer à travers ça une grande diversité. Alors vous voyez des images de fleurs, je pense qu'elles peuvent un peu vous intriguer. On va pas mal en parler de ça. C'est un MOOC qui s'appelait Design 101, hein, porté par un Stefano Mirti, donc professeur de design. Et l'idée, c'était que tous les jours, pendant 101 jours, on vous demandait de faire un exercice. Et puis, bah, cet exercice, il était évalué par les pairs. Il suivait une toute petite vidéo qui durait quelquefois 1 ou 2 minutes et qui présentait un thème. Et pendant 101 jours, les gens sont en activité en permanence avec une idée de se faire évaluer aussi en permanence, hein, par les pairs, ou en tout cas par les autres personnes inscrites euh, sur le MOOC. Voilà, donc ce qui veut dire que bah, Sandra avait entièrement raison, hein, c'est la quasi-totalité, c'est un peu tout, sauf le deuxième, qui était un petit clin d'œil. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir peut-être un certain nombre d'exemples et de choses justement qui peuvent exister à travers les MOOC et qui posent des questions justement en termes de pédagogie.
Alors je vous fais grâce de la question des vidéos, de est-ce qu'on se filme debout, assis, etc. C'est des questions que se posent quelquefois les concepteurs de MOOC, mais qui, sur le plan pédagogique, n'a pas forcément énormément d'intérêt. Très souvent, vous verrez qu'on vend ça, mais comme on vendait à une époque la formation à distance, en disant qu'un prof s'énerve quand on lui demande 3 fois la même chose. Par contre, une vidéo, on peut la diffuser 15 fois et elle s'énerve jamais. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a peut-être pas beaucoup avancé en pédagogie. Euh, Ça n'empêche que sur un MOOC, on peut vraiment avoir certaines formes d'apprentissage. Alors l'apprentissage essai-erreur, hein, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant. L'exemple que je vous donne n'est pas tout à fait un MOOC, hein. En tout cas, je pense que ça ne se présenterait pas de cette manière-là. Ça s'appelle Code Academy. Ça a été et c'est encore un très gros succès. On est même au-delà des chiffres des MOOC, hein, puisque ils annoncent fièrement 28 millions de personnes qui sont inscrites. Et on peut imaginer que de toute façon, toutes les personnes qui en ce moment sont dans des formations, des dispositifs autour du codage informatique, ont au moins un identifiant sur ce site-là. On est vraiment dans l'apprentissage essai-erreur. Donc c'est quelque chose bon, en pédagogie relativement important, un GC. Ça ne marche pas, on va me donner un certain nombre d'indications qui vont peut-être m'aider. Je peux chercher de l'aide. On va jamais me donner la solution, on va même jamais me montrer en fait, hein, ou on va me montrer avec un exemple relativement éloigné. Et ben, il faut que je réussisse, hein, parce que dans ce type de dispositif, si je ne réussis pas, tout bêtement, je ne tirerai pas à la question qui suit. Donc, qu'est-ce que ça vous montre tout bêtement, donc c'est du codage informatique. Vous avez à compléter un bout de code qui vous est donné. Si vous voyez des croix rouges, c'est mauvais signe. Il y a un problème. Et puis, on va me donner toute une série de moyens de trouver de l'aide. Vous voyez, vous êtes bloqué, cherchez une astuce. Il y a des forums. Et sur les forums, on fait attention à ne pas donner les réponses, bien entendu, mais donner quelques indications. Est-ce que tu as pensé au point virgule à tel endroit, à tel point entre deux éléments? Et à chaque fois, je clique sur vérifier ma réponse. Si c'est bon, je passe à la question suivante, mais sinon, je risque de patauger. Pour avoir testé moi-même, enfin, on se prend au jeu, parce que c'est des tout petits exercices, c'est très progressif, et donc vous tâtonnez. Il y a des moments un peu d'angoisse où vous dites, mais là, je j'avance plus, comment ça se fait, j'essaie toutes les solutions. Et donc voilà, on avance si on voit quand même des personnes ben, qui vont relativement loin. Il y a tout un système derrière, après, bien sûr, de motivation, de récompense pour vous encourager à rester et à avancer davantage, hein. Mais vous voyez, une méthode qui permet un auto-apprentissage et qui permet quand même d'aller assez loin, de trouver aussi une confiance en soi, c'est-à-dire que d'un seul coup, on se rend compte qu'on est capable de programmer petit à petit quelque chose. L'idée au bout de la 10e semaine, c'est qu'on est capable de faire un petit jeu qui fonctionne en codant en JavaScript, hein, mais il y a d'autres codes possibles, d'autres langages. Euh, Quand on parlait d'apprentissage par essai-erreur, c'est quelque chose aussi de très développé sur les MOOC à travers tous les travaux en équipe et notamment l'utilisation de ces outils que, euh, que permet justement Google Drive. Travailler à 3, 4, 5 sur un projet, sur quelque chose qui est demandé à travers le MOOC, hein. On est sans arrêt en train de se corriger les uns les autres, d'essayer de proposer quelque chose, d'argumenter avec le reste du groupe. Donc on reste aussi dans ces champs-là. En préambule, peut-être, pour que les exemples soient un peu plus précis, si vous pouvez par le chat me dire si vous avez suivi les MOOC et lesquels. Comme ça permettra aussi peut-être d'être plus pointu sur les exemples que je vous donne. Aucun pour Sandra? Open Classroom, hein. Ah oui, d'accord. Ok, ouais, 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 ouais. Alors sur ouais, d'accord, ouais, 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 je vois.
On est sur des dispositifs qui ressemblent plus à de l'open courseware en fait, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à des modules à tout moment sans qu'il y ait une date de début ou de fin. Peut-être que je me trompe, mais Timothée, c'est ça, hein, c'est euh, des cours qui sont en ligne et auxquels on peut accéder à tout moment. Ah, ils lancent de vrais MOOC. Ok, bah vous voyez, je le savais pas. Alors moi, je vais vous parler d'un certain nombre cours du CNAM, d'accord. Lesquels? Parce qu'ils en ont lancé tout plein. Ils en ont lancé 5, le CNAM, récemment. Du manager au leader, je crois, et puis quelques-uns plus. D'accord. Alors n'hésitez pas justement, hein, par rapport à ça, de voir aussi des exemples que vous avez pu avoir à travers ces MOOC et qui pourraient correspondre à ce que je vais évoquer. Donc là, j'ai parlé de pédagogie par tâtonnement, ce qui veut dire quand même derrière un gros boulot de programmation, alors si on parle de Code Academy, ou au contraire des choses toutes simples, si on parle de l'utilisation de Google Drive. Une chose qui pour moi est vraiment très forte dans la pédagogie des MOOC, hein, c'est ce qu'on appelle la pédagogie du projet. On va avoir énormément de MOOC qui vont partir sur l'idée de proposer aux personnes très rapidement de recruter une équipe autour d'eux ou de participer à une équipe et tout au cours de la progression, tout au cours de la formation, donc des 6 ou 10 semaines, on va avoir à mettre en place ce projet. Vous avez ça qui est mis en place alors par le MOOC de Mathieu Cizel sur justement comment créer un MOOC, donc un MOOC sur les MOOC, hein. Vous aviez ça dans le MOOC gestion de projet de l'EM Lyon, le MOOC effectuation, toujours de Centrale Lille, pardon, effectuation de l'EM Lyon. L'idée est vraiment que à un moment donné, ben, les personnes se mettent en scène, produisent des choses et l'évaluation par les pairs le permet. Le fait qu'on soit en très grand nombre, ça permet aussi forcément ben, de trouver des groupes qui sont sur des champs, des centres d'intérêt relativement proches. Euh, c'est quelque chose, oui, qui fonctionne assez bien, mais on le verra. La limite, malgré tout, c'est qu'il faut que vous trouviez des gens qui se lancent, hein. Je me souviens d'un MOOC où, dès le départ, avant même que le MOOC commence, on avait été répartis dans des groupes d'une trentaine. Donc on est 30 au départ, mais vous savez que les gens qui s'inscrivent, bah, ils montrent pas forcément leur nez dès le premier, dès la première séquence, hein. Ils se souviennent plus s'être inscrits et ils viennent pas. Donc la première rencontre, on était 15 et puis on a terminé à 2 en fait, hein, ce qui veut dire que créer un groupe trop tôt et puis le créer de façon artificielle, ben, ça ne fonctionne pas forcément. Ah, bien entendu, après c'est une question de statistiques. Les deux trois qui sont restés ou qui restent vont vraiment faire quelque chose, s'investir. Ça correspond à un projet pour eux et un projet réel, hein. Mais c'est loin d'être aussi évident que ça en fait, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'entende à distance, qu'on arrive à se coordonner. Les fuseaux horaires sont pas forcément les mêmes, les connexions sont pas forcément les mêmes, la disponibilité non plus. Et il y a moyen aussi ben, d'entrer dans des conflits à distance, comme on entre dans des conflits quand on a travaillé dans des petits groupes, hein. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui fonctionne à 100%, mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui va aller au bout d'un projet à travers un MOOC, il aura vraiment appris et construit quelque chose. Je ne sais pas si dans les MOOC que vous avez suivis, hein, celui sur la formation, les cours du CNAM ou ceux de l'ex-site du zéro, vous avez eu ce genre de choses à mettre en place. Juste là, je l'ai souligné, vous voyez, 200 projets sur le projet sur effectuation. On est quand même voilà, sur des choses assez importantes. Compter 4-5 personnes par projet, compter que ça dure aussi 5-6 semaines, c'est quelque chose d'assez ambitieux. Ça veut dire que les gens vont y consacrer de 2 à 5 heures dans la semaine, voire plus.
Alors, c'est vraiment un des premiers éléments, enfin, qui paraît véritablement pédagogique, qui utilise aussi la grande diversité, qui utilise aussi des compétences très différentes. À partir du moment où vous montez un projet avec des personnes qui viennent de tous horizons, vous commencez à apprendre et à apprendre peut-être plus par les gens qui sont autour de vous que par les vidéos ou ce qui a pu être mis en ligne par le formateur. Une autre chose qu'on voit dans les MOOC, il y a cette distinction dont vous avez peut-être entendu parler entre les XMOOC et les CMOOC. Alors les XMOOC sont très axés sur des instructions, sur des choses très dirigées. Le formateur a conçu une formation une fois pour toutes, il a conçu des tests d'évaluation et puis on suit un parcours bien déterminé. Euh, Par contre, ce qu'on appelle les CMOOC, donc les MOOC connectivistes, partent de l'idée que une grande partie de nos apprentissages se font de façon informelle, que de toute façon, même quand on apprend comme ça sur Internet, on va fouiller un peu partout entre les Wikipédia, les recherches sur Google, on va chercher aussi à travers les réseaux sociaux des gens qui connaissent et qui peuvent nous donner un certain nombre d'éléments. Et les MOOC connectivistes donc vont utiliser ça. Ils vont utiliser le fait qu'on n'apprendra jamais uniquement à travers quelque chose qui a été mis en place par le formateur, mais on apprendra énormément aussi à travers nos propres recherches et le fait surtout qu'on réutilise ce qu'on a trouvé, qu'on le modifie, qu'on le trafique, qu'on le transforme, qu'on en parle, qu'on en débat, ce qui signifie qu'on va encourager les apprenants à s'approprier tout ce qu'on a pu mettre à leur disposition et c'est une forme d'apprentissage qui est assez intéressante parce que on apprend davantage quand on fait quelque chose. Alors, je crois que vous êtes bien placé aussi pour savoir que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner en fait, hein, d'avoir à enseigner soi-même. Et dès que vous commencez à récupérer des éléments, à en faire, comme vous le voyez ici, un blog, hein, ce que vous voyez là, c'est un blog d'une apprenante hein, sur le MOOC sur les ressources éducatives libres. CLOM veut dire MOOC en francophone. Euh, à partir de ce moment-là, bah forcément, on s'approprie les choses. Si on a à l'écrire, si on l'écrit publiquement, on a tout intérêt à creuser ce dont on parle. Et vous allez voir autour d'énormément de MOOC qui donnent cette possibilité, qui encouragent à construire des choses, beaucoup d'apprenants utiliser des outils du type ce que vous avez ici, donc des logiciels de type Xmind, je vais peut-être vous les écrire, ou type Vue, qui sont des logiciels qui permettent de faire des cartes conceptuelles, des schémas heuristiques, toute une série de supports qui permettent, à partir d'une information qui est auditive ou qui est écrite, de transformer ça en visuel, de faire des liens, de créer un autre type de présentation. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une formation qui encourage les gens à trouver leur propre forme d'apprentissage, à reconstruire, à modifier, à trafiquer, à s'approprier tout bêtement ce qu'on a pu leur apporter. Alors, je vous donne un autre exemple. On est aussi dans une idée que apprendre, c'est souvent apprendre avec les autres. Il y a cette idée qui ressort hein, de l'apprentissage quelquefois par l'exemple, hein, ce que certains appellent d'apprentissage aussi vicariant. Je vois quelqu'un faire quelque chose et ça va m'aider moi-même à le faire. Une forme d'apprentissage qui existait déjà dans les formations à distance. Je pense à une école de bande dessinée qui est encore d'ailleurs à Strasbourg et qui s'était lancée dans la formation à distance. C'est de donner un sujet à des personnes et de leur permettre d'accéder à ce que les autres apprenants ont pu faire. Donc il ne va pas s'agir d'un corrigé, il faut que je le regarde aussi avec un œil critique, hein, c'est pas la bonne solution, mais c'est une solution. Alors vous allez me dire qu'est-ce que fait cette chaussure au milieu. C'est toujours Stefano Mirti, on est toujours sur Design 101, je vous en ai parlé tout à l'heure.
Vous aviez un exercice qui était posé, qui était de mesurer tout simplement son espace de vie à partir d'un élément corporel ou d'un objet type vêtement ou autre, hein. L'idée, vous savez, est d'être proche de ce que d'architectes comme Le Corbusier qui disent qu'il faut partir du corps humain. Donc au début, on a le cours ou un cours qui va correspondre à ça. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un sur la gauche qui a fait un premier travail en mesurant à partir de sa main et à partir de la largeur de ses bras. 54, donc ça veut dire que 54 ont trouvé que c'était intéressant ce qu'il avait fait, donc ils ont voté, ils ont commenté. Et puis celui qui a mis sa vieille chaussure, ben, il a fait un travail, moi, qui me paraît très bien, hein. Il y a un début de perspective, un travail sur un plan, les photos sont peut-être pas terribles, mais bah, c'est certain que s'il a passé quelques heures à faire ça et qu'il voit ce que d'autres ont pu faire, hein, je pense au premier, forcément il y a un apprentissage, hein. Dites mince, ouais, il y a un côté vendeur dans le premier qui n'existe pas dans le deuxième. Il y a une certaine précision, il y a une certaine mesure. Euh, on est dans du design qui est davantage séducteur que dans le premier qui se contente de répondre à la question. Et vous voyez, on peut être vraiment dans ces schémas-là avec les MOOC, à mon, peut-être davantage qu'ailleurs parce que on vous compare pas avec votre voisin en fait. On compare le type qui est en Australie avec, enfin, il peut choisir lui-même de se comparer d'ailleurs, hein, c'est pas qu'on le compare, il peut choisir de se comparer avec d'autres apprenants et même sans se comparer, d'apprendre tout simplement par la façon dont eux ont répondu. Et ça, c'est vrai quand on travaille sur la gestion de projet, sur des dispositifs de formation, quand on travaille sur la création d'entreprise, voir les projets des autres, ça enseigne énormément sur peut-être les propres limites de ce qu'on a fait ou les points forts de ce qu'on a pu faire. Donc, vous voyez, on a balayé deux, trois éléments hein, dans ce que euh, à travers ces exemples. Euh, et ce que je vous propose, alors là, on est plus dans une présentation un petit peu synthétique, hein. De quoi je vous ai parlé. Alors vraiment, première chose, et c'est ce qui fait qu'on caricature quelquefois les MOOC, c'est le côté training. Regarde 15 fois la vidéo, si t'as pas compris, regarde une 16e fois, fais les QCM, si t'as pas 100%, refais-les encore, et on voit ben, des personnes qui sont très axées là-dessus, hein, et ils veulent à tout prix le 100%, donc ils vont refaire jusqu'à ce qu'ils trouvent juste. Je vous ai parlé de pédagogie axée sur un projet avec des accompagnements. Ça veut dire que le formateur doit être aussi très présent, hein. C'est pas simplement, il disparaît pas au moment où les choses sont en ligne. On a parlé aussi d'apprentissage par les pairs. L'apprentissage par les pairs, à travers notamment l'exemple, hein, le fait de pouvoir accéder à ce que les autres ont rendu, l'évaluation par les pairs aussi. Vous avez ça de plus en plus dans les MOOC. Pour une raison économique, c'est impossible de dire le formateur va évaluer 2000 copies. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit à chaque personne, vous allez évaluer 5 copies et vous-même, vous allez être évalué par 5 personnes. Quand je dis copie, c'est du PowerPoint, c'est des PDF, c'est comme Stefano Mirti, des photos, des images. Mais on va être sur ce schéma-là. Pour avoir supervisé certaines évaluations par les pairs, on trouve quelquefois tout et des choses qui sont faites de façon très légère, hein. La personne a 5 sur 5 sur un critère tout bête, le fait qu'elle ait respecté un nombre inférieur à autant de pages. Elle l'a pas du tout respecté, mais on sent que la personne qui est évaluée ben, n'est pas allée même jusqu'à compter le nombre de pages. Par contre, si ça dit pas grand-chose quelquefois sur l'évaluation, si c'est nécessaire de revenir derrière, ça apprend énormément d'avoir à évaluer quelqu'un d'autre parce que ça oblige à intégrer tous les critères. Les forums, très important aussi, euh, je- et, et surtout dans une logique de dialogue. Alors, pour vous donner un exemple,
Je pense à une formation à MOOC qui était sur la prise de parole, qui était donc un MOOC de l'Université de Washington. Et vous avez à un moment donné, le tout premier cours, quelqu'un qui lance sur le forum la question: qu'est-ce que vous pensez de la gestuelle du formateur? Formateur américain, debout, présentant les choses de façon très assurée, hein, face caméra. C'est le type que vous voyez en bas à droite. Non, c'est pas lui, non, pardon. Je croyais l'avoir mis, je l'ai pas mis. Mais dans tous les cas, vous avez je ne sais plus combien il y avait d'inscrits, mais plusieurs dizaines de milliers. Vous avez des centaines et des centaines de personnes de tous les pays qui ont répondu, chacun à partir de sa culture. Moi, je trouve ça arrogant d'arriver comme ça, de présenter des choses avec une telle assurance. D'autres, au contraire, ont dit non, moi, j'ai besoin d'une gestuelle pour comprendre. Et ce type d'échange n'est possible aussi qu'à travers un MOOC. Un deuxième exemple, quand on parle de dialogue, vous avez un MOOC qui est très connu, mais de façon un petit peu négative, parce que c'est le record du taux d'abandon. Il y avait tellement de monde qu'il y a quand même un petit millier de personnes qui est resté stable, et c'était sur l'histoire du monde depuis les années 1300. Et sur les forums, ce qui était vraiment intéressant, c'est le dialogue qui a pu s'instaurer entre des personnes qui, qui venaient de cultures différentes. Donc, ne serait-ce qu'aujourd'hui, hein, quand on regarde la Deuxième Guerre mondiale, la façon dont la libération va être expliquée par des gens d'origine anglaise, américaine, française ou russe, on va avoir des approches qui seront différentes. Et le dialogue, ben, ça permet à un moment donné de se dire, mais oui, au fait, mes sources, quelles sont-elles? Est-ce que je suis vraiment allé creuser? Et voilà, encore une fois, quelque chose que permet les MOOC. Je vous ai beaucoup parlé de réappropriation tout à l'heure, hein, à travers Xmind, View, la création de blogs. Beaucoup de MOOC commencent avec la question: allez-y, créez un blog, créez-vous un compte sur Twitter, et puis allons-y, créons un peu d'animation autour de ça. Ce qui marche pas pour tout le monde, mais ce qui permet à certains, à un moment donné, de s'approprier les choses. Je vous ai mis le logo d'un site qui s'appelle Canva. Canva, je vous invite à aller voir ce que c'est. Ça permet de faire des posters, tout bêtement. Et il y a des personnes qui sont assez visuelles, qui n'ont pas envie de s'embarrasser non plus de schémas heuristiques, mais qui vont faire des, des choses sous forme de posters pour simplement rendre compte de ce qu'ils ont appris. L'idée est vraiment de triturer ce qu'on nous a donné, de se l'approprier, quelquefois de le transformer, de le mettre dans quelque chose de plus large. On reviendra là-dessus. Et enfin, une autre idée possible, c'est que dans les formations un peu plus classiques, on parle beaucoup en ce moment de pédagogie inversée. Pédagogie inversée, c'est rattaché à cette idée que d'habitude on dit aux gens: vous apprenez en cours avec le formateur, et après vous rentrez chez vous et vous faites les exercices, hein. De plus en plus on teste l'approche contraire, c'est-à-dire dire, chez vous, vous lisez le cours, vous essayez déjà de vous faire un certain nombre de fiches, hein, et après quand vous rencontrerez un vrai humain, ce ne sera pas pour qu'il vous récite un cours que vous auriez pu avoir par une vidéo ou autre chose, mais vraiment pour faire des exercices, pour répondre à des questions, pour discuter, dialoguer, échanger sur ce que vous avez rencontré. Et d'une certaine manière, on peut se dire qu'un MOOC peut entrer dans des dispositifs qui sont ceux-là. Sur la module gestion de projet, vous avez beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui ont inscrit leurs étudiants, et les étudiants, après, vont rencontrer forcément un prof en ayant déjà vu un certain nombre de choses, et ça va permettre de creuser, de relativiser, de s'approprier, de se dire: oui, mais alors dans tel domaine, comment est-ce que ça s'applique? Et ça peut être tout l'intérêt d'un MOOC. Voilà, n'hésitez pas, hein, à réagir aussi. Je vous ai parlé d'appropriation.
on est sur des champs aussi un petit peu généraux qui sont rattachés à une école en pédagogie qui s'appelle le connectivisme, qui est relativement récente. Le connectivisme, ça apparaît dans les années 2000, hein, donc quand je vous dis que c'est récent, c'est vrai que quand on apprend la pédagogie, quelquefois on est Piaget, Vygotsky, et puis on s'arrête assez vite. Ce que les cogné- Ouais, ouais, je vois justement, hein, Christophe, ce que tu dis. Ce que ça réinvente, ça permet, alors, dans ce que j'ai dit précédemment, vraiment de brasser un certain nombre de choses, d'inciter les gens à s'approprier et à produire eux-mêmes du contenu et à leur manière, hein, avec ce qu'on leur a mis entre les mains. Donc ça, c'est relativement nouveau. Moi, je suis jamais allé dans une formation où à un moment donné, bah, chacun pouvait partir dans 15 directions différentes, avec ou sans ordinateur pour produire quelque chose. Ça n'aurait pas de sens en fait, hein. Dans un MOOC, on a cette possibilité-là vraiment de développement. Par contre, la diapo suivante, je pense, va répondre davantage. L'idée du cognitivisme, c'est que petit à petit, ce qui est important dans la formation, c'est pas ce qu'on sait, le promoteur de cette démarche, c'est quelqu'un qui s'appelle Siemens. Bon, il n'est pas le seul. Et Siemens, il nous explique que la plupart de nos connaissances, alors ça dépend des domaines bien sûr, mais elles deviennent obsolètes au bout d'une année. Et donc, c'est pas forcément important dans une formation d'engranger plein de choses dans notre cerveau. Ce qui est important surtout, c'est pas ce que dit Siemens, hein, ce qui est important, c'est pas ce que je connais et ce que je sais maintenant, c'est ma capacité à aborder les prochaines connaissances qui seront peut-être dans un domaine complètement différent de ma zone de confort, qui seront peut-être difficiles à appréhender parce que dans un champ différent. Et donc, c'est ça qui est important. Ce qui dit donc, hein, c'est le petit bonhomme que vous avez en bas. Ce qui est important, c'est pas quoi, c'est pas comment, mais c'est où trouver l'information. Les mots permettent justement, enfin, commencent à lancer ce type de démarche, c'est-à-dire qu'ils vous familiarisent avec l'idée que l'information va aller un peu partout euh, et que bah, il s'agit de se l'approprier, de la retransformer, de la réutiliser, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça permet aussi et ça encourage à se créer ce qu'on appelle un environnement d'apprentissage personnel. Un environnement d'apprentissage personnel, c'est-à-dire que on sort du MOOC, on sort de la salle de cours, mais on a toute une série de repères. Alors pour trouver, là c'est le petit élément que je vous ai mis en haut à gauche, vous savez où vous allez trouver de l'information. Vous avez aussi ben, des personnes qui sont à même de vous donner une certaine assistance, à vous faciliter l'accès au savoir, hein. Euh, je t'écris le sigle, des personnes qui accèdent au savoir, des éléments aussi de collaboration et puis des éléments de méthode. Alors est-ce que c'est nouveau? Ce qui est sûr, c'est qu'on est bien dans un espace qui existe avant, qui précède les MOOC, hein, mais on est dans les logiques du Web 2.0 parce que souvent une grande partie de ces éléments-là vont être euh, rattaché à des technologies. En gros, on s'aperçoit que même une personne qui vient de suivre un cours sur un domaine donné, vous lui posez une question, elle se dit pas, tiens, je vais aller voir dans mes classeurs, elle va sur Wikipédia, elle va sur Google, elle va sur Twitter où elle a vu qu'il y avait un réseau qui causait de ça, et puis on s'aperçoit que bah, pendant un bon moment, ou enfin, en tout cas quelques années, les deux ont été vraiment très parallèles en fait. L'environnement d'apprentissage personnel, vous en entendez un petit peu parler, même s'il n'utilise pas le terme. C'est Michel Serres avec Petite Poussette, par exemple. Euh, il n'utilise pas le terme du tout, mais Carré, dans ses travaux sur l'auto-formation, va être aussi sur ce champ-là. Une personne, au bout d'un moment, ben, elle apprend à apprendre et surtout elle apprend où trouver de l'information, où trouver de l'aide
où trouver des personnes avec qui collaborer pour produire quelque chose, et où trouver éventuellement des méthodes. Voilà, ouais, 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 ouais. Ouais, l'idée d'apprenance, les piliers de l'apprenance, on va retrouver des choses de ce type-là. Si ce n'est que le connectivisme va très loin, c'est-à-dire qu'il dit qu'une partie de autant les Piaget, Vygotsky, etc. vous expliquaient qu'on apprenait, c'est-à-dire qu'on s'appropriait les choses hein, d'une certaine façon. Va nous expliquer qu'une partie de nos apprentissages maintenant sont dans des objets ou sont dans des personnes. Très clairement, si je connais une dizaine de personnes fiables qui maîtrisent très bien l'anglais et que j'ai une traduction à faire, bah, peut-être que je serai plus rapide que quelqu'un qui maîtrise moyennement l'anglais. Donc quelque part, on va jusque-là, hein, l'apprentissage, il est en dehors des lieux de formation et il passe aussi au-delà simplement d'une localisation qui serait le cerveau de la personne. Ce qui veut dire là aussi que un élément important, c'est que les MOOC, quand ça fonctionne, et pour les quelques-uns qui se lancent, on joue beaucoup sur la création de communautés d'apprentissage. Le MOOC dont je parlais tout à l'heure, gestion de projet, donc de Centrale Lille, vous avez des personnes qui l'ont suivi il y a un an, qui sont encore très actives sur le groupe Google+, qui continuent d'échanger, et de proposer des choses. Et on est dans une communauté d'apprentissage. J'ai trouvé ça, c'est intéressant. Ou alors qui peut m'aider parce que j'ai telle ou telle difficulté. Euh, voilà. Alors, Timothée, effectivement, hein, euh, pour moi, l'inscrire euh, les inscrire sur un MOOC, on est dans une démarche où ça s'inscrit dans votre pédagogie, dans ces logiques que j'appelle de pédagogie inversée. C'est-à-dire que le MOOC va permettre d'aborder le contenu et va permettre après aux apprenants et aux formateurs de se concentrer véritablement sur autre chose. Ce sera plus la peine de discuter sur les définitions, de faire copier des choses, etc. Et la réponse pour les annuaires de MOOC, oui, il y a des annuaires de MOOC, euh, mais qui sont tenus un petit peu bénévolement. Je sais que Rémi Bachelet avait démarré. Maintenant, souvent, on va directement sur les sites des plateformes, hein, donc France Université Numérique pour le francophone. Vous avez Coursera, vous avez edX. Open to Study si vous avez envie de faire quelque chose de pas trop contraignant, etc. Attends, alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Timothée, hein, mais si tu les inscris sur le MOOC de Intel, ou si vous les inscrivez, pardon, on ne se connaît pas, si vous les inscrivez sur le site de Intel, ça veut dire qu'à un moment donné, on récupère ça, on échange, éventuellement on participe à un moment donné sur un forum, etc. Et ça veut dire qu'on apprend aussi autrement. Beaucoup maintenant de formations vont commencer par une réflexion, quel est mon environnement d'apprentissage personnel? J'avais une personne il n'y a pas longtemps qui enseigne, vous savez, des logiciels type GIMP, Inkscape, etc., des logiciels libres. Euh, et, et forcément, ben, on peut toujours expliquer faites comme ci, faites comme ça, mais après la personne tout seul elle est un peu en difficulté. Et donc on va d'abord lui donner les éléments, les outils pour au moins s'y retrouver par elle-même quand elle sera toute seule. Et donc pour poursuivre Timothée, la plupart des MOOC sont quand même séquencés, c'est-à-dire que chaque semaine, vous allez avoir des objectifs pédagogiques qui vont être différents, et en tout cas des objectifs généraux qui vont être différents, et c'est tout à fait possible dans un MOOC de ne suivre que la troisième semaine. Autre chose, les MOOC sont très rattachés à cette culture de l'open courseware, du libre, hein, ce qui veut dire que pour beaucoup, vous retrouvez aussi les vidéos ou certains contenus directement et en libre accès sur YouTube ou ailleurs. Et donc, ça veut dire, et là c'est le dessin avec le papillon, que vous pouvez très bien vous dire mes apprenants,
ils vont s'inscrire au MOOC, ils vont suivre tout l'itinéraire. C'est les écoles d'ingénieurs avec le MOOC gestion de projet, certaines écoles centrales en tout cas. Ou alors on peut papillonner, on peut très bien à un moment donné se dire, ben dans tout ça, moi il n'y a qu'une seule chose qui me semble intéressante par rapport à mes objectifs d'apprentissage, et puis je vais aller simplement sur le 3, sur le 2, euh, ou récupérer simplement certains éléments à la fois de contenu, des synthèses. Je vous l'ai pas dit ça, mais les MOOC encouragent justement les personnes de manière collaborative à faire des notes de cours. Et donc, on va avoir des notes de cours très précises, très structurées, qui auront été faites par 10-15 personnes de façon collaborative. Rien n'empêche après de les utiliser. Inscription gratuite, oui. Gratuite, oui pour toutes. Alors maintenant, on commence à voir, et je crois, enfin, Timothée, c'est encore une fois quelque chose qui peut être intéressant, des MOOC qui sont faits en amont. Je pense à une structure qui s'appelle Comundi qui nous propose ça. Et donc on s'inscrit, de ce fait-là, on intègre un MOOC, on apprend un certain nombre de choses à distance. Mais pour moi, c'est plus du cours à distance d'ailleurs que du MOOC. Et puis après, on se retrouve en présentiel. Donc c'est du blended, du mix, hein, mais qui s'appelle MOOC, peut-être parce que ça fait plus vite, comme Christophe disait. L'inscription gratuite, effectivement. Qu'est-ce qui est payant dans un MOOC? Coursera ou d'autres MOOC ou d'autres plateformes, pardon, proposent une certification qui soit réelle en fait, hein. Ça veut dire que là, vous vous déplacez, vous êtes surveillé, il y a un espace donné, et là, ça devient payant. J'étais moi sur un MOOC à Iversity, donc encore pour une plateforme étrangère. Si vous vouliez vraiment le certificat, il fallait faire un écrit de quelques pages qui était vraiment corrigé cette fois-ci par une personne enseignante. Et là, c'était payant. Mais pour le reste, c'est plus que gratuit en fait. Les boîtes qui font ça, elles s'y retrouvent grâce à une notoriété que leur apportent les MOOC en fait, hein. La course au nombre d'inscrits, le retour média qui est quand même pas nul en ce moment. Voilà, elle s'y retrouve par ce biais-là. Et puis ça stimule peut-être les profs de découvrir des choses un peu différentes. Alors, quand on avait préparé ça, on m'avait aussi posé la question, oui, de se transformer en fait, hein. L'idée de se former, c'est aussi un certain nombre de modifications. Euh, il y a bien sûr des modifications en termes de méthode. Je faisais les choses d'une certaine manière, je vais les faire différemment. Là, rien ne change avec des choses, des modules très différents. Les représentations qui se modifient aussi, ça j'en ai parlé. On est vraiment sur cette possibilité qu'offre une grande diversité d'approches quand vous avez 10 000 personnes autour qui participent à des échanges, forcément, à un moment, ça remet en cause vos représentations. Alors qu'une formation de 15-20, tout le monde se ressemble, c'est inscrit quelquefois pour les mêmes raisons. La diversité, elle est moins évidente ou elle arrive par hasard. Dans le MOOC, elle arrive obligatoirement en fait. Et puis, alors moi, une chose qui me semble intéressante et importante dans ces dispositifs-là, c'est qu'à un moment donné, on développe vraiment un sentiment d'efficacité. Quand vous voyez à la fin des MOOC les gens qui ont reçu quelque chose qui a priori n'a pas de valeur, hein, une certification pour un MOOC, c'est pas quelque chose qui prouve que vous avez vraiment suivi la formation ou que vous avez réussi personnellement un test. Vous avez très bien pu le faire faire par quelqu'un d'autre. Mais vous voyez des gens qui se disent, mais ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi ça, j'ai réussi quelque chose proposé par une grande école, par une grande université. Euh, et donc, il y a un sentiment de fierté, sentiment d'efficacité. Alors là, pour les pédagogues, on fait référence à des gens comme Bandura, par exemple, hein, sur cette idée qu'à un moment donné, on est capable, et donc sur cette capacité-là, on va peut-être oser aller plus loin et justement entrer dans les communautés d'apprentissage ou autres. Et sentir aussi qu'on peut participer, qu'on peut proposer des choses. Il y a une idée très forte, et là c'est le petit sigle, hein, d'émancipation, c'est-à-dire que
euh, vous avez d'un seul coup, vous pouvez suivre quelque chose d'une très grande université. Vous n'êtes plus tenu, alors notamment aux États-Unis, hein, à payer tous ces frais d'entrée, etc. Et vous avez accès à ce qui est important ou à des contenus eux-mêmes. Émancipation aussi avec cette idée qu'une université ou un espace ou une école, hein, c'est plus et loin de là le seul lieu où on peut apprendre des choses. Alors, Christophe, tu as entièrement raison, la maîtrise des technos, de tous les outils web, euh, est-ce que c'est un prérequis? Les gens peuvent s'inscrire. Les gens peuvent s'inscrire, et je pense par exemple à la gestion de projet, le MOOC gestion de projet, toutes les semaines pendant 5 semaines, à chaque fois on avait un nouveau logiciel à utiliser. Et puis avec un certain nombre de contraintes, un Gantt project, View, etc. Euh, Ce qui est sûr, c'est que ben, certaines personnes peuvent être à un moment donné larguées et prendre beaucoup plus de temps. Mais là, c'est aussi le grand nombre va faire que quelqu'un qui sur un forum dit j'y comprends rien, j'y arrive pas. Euh, dans les 3 4 jours qui suivent, il y a un, un document qui va ressortir et ce document va vraiment expliquer pas à pas ce qu'il est nécessaire de faire par rapport au MOOC. Donc on est sur des logiques d'entraide aussi qui apparaissent assez vite. Je pense pas. Il peut y avoir quelquefois j'ai vu en tout cas hein, sur ce MOOC des découragements par rapport à la technique, mais prérequis, ben non, les gens savent juste qu'ils ont à y passer un peu plus de temps ou à rechercher de l'aide. J'ai pas vu quelqu'un abandonner en disant j'en sors pas avec ce logiciel. Maintenant, ils ont peut-être, voilà, ça peut quand même exister. Hein. Et pour ce que tu disais précédemment, Christophe, entièrement d'accord, hein, c'est se créer ses propres manières d'apprendre, mais c'est peut-être aussi une, euh, une limite hein, sur le MOOC. Hein. Vous voyez, c'est le petit personnage en bas à droite. Hein. euh, Connaître ses propres modes d'apprentissage, sa façon d'apprendre, se créer ses manières d'apprendre, tout ça c'est très bien, mais plus que le blocage technologique, c'est là-dessus que vous allez avoir un blocage. C'est-à-dire que les gens n'osent pas forcément se lancer. Et finalement, vous voyez beaucoup de gens qui vont se rassurer, qui vont suivre les vidéos, qui vont faire les thèmes, qui vont avoir leur certificat, mais se lancer un peu dans la mêlée, comme notre personnage en haut, là, se dire, allez, tant pis, je plonge, je propose des choses, j'ose avancer des idées c'est pas si évident que ça, parce que bah, on est dans un monde numérique où on sait que peut-être il y a une trace forcément qui reste quelque part, mais bah, quelquefois on peut avoir le sentiment de ne pas être aussi pertinent que les gens autour. Hein. Euh, voilà, oui, multimodalité, tu as entièrement raison, hein, Christophe. Mais donc vraiment se lancer, c'est pas une question de technologie. Moi, je l'ai très bien vu personnellement. Vous voyez ce MOOC dont je vous ai parlé de Stefano Mirti où il faut lancer des choses. Bah, au bout d'un moment, se rendre compte qu'on est évalué et quelquefois de façon très dure. Hein, les gens n'hésitent pas à mettre des -1. Vous voyez des gens qui ont des notes hyper négatives et vous voyez des propositions qui sont vraiment d'un niveau professionnel, vous vous dites, ben, qui je suis moi pour aller, pour aller lancer quelque chose dans cette communauté. Mais donc oser, c'est pas évident et on peut tous en faire l'expérience. On peut être très actif sur un MOOC et puis sur un autre, sentir plein d'inhibitions parce qu'on se dit qu'on n'a pas le niveau ou que c'est voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir le certificat après, mais ça veut dire que l'apprentissage il sera un peu limité à ce qu'on peut apprendre quand on s'entraîne à faire des QCM. Et connaître ces modes d'apprentissage, élément essentiel aussi, hein, c'est quand même, c'est ce qui va faire que vous, si vous travaillez avec des élèves ou des apprenants ou des étudiants, c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut travailler en amont d'AMO, que se dire comment est-ce que vous avez l'habitude de vous réapproprier les choses? Est-ce qu'on est sur la prise de notes? Est-ce qu'on est sur plus quelque chose de partagé, de collaboratif, un wiki ou quelque chose au contraire de plus visuel? Ça vaut le coup en amont de se poser ces questions-là. Et les limites, oui, c'est qu'il y a un certain nombre de compétences que vous n'allez pas développer à travers un MOOC, hein, les compétences relationnelles, par exemple.
on imagine mal de les développer à travers un MOOC. Apprendre à faire un entretien d'évaluation dans une entreprise, c'est pas le MOOC qui l'apprendra. Ça développe des compétences relationnelles, mais sur un champ numérique en fait, hein, sur un champ virtuel, euh, sur l'utilisation des réseaux. Voilà, donc trois limites, il y en a certainement d'autres, mais je rejoins vraiment ce que vous avez pu dire à travers le chat. C'est l'idée que le MOOC est un élément dans un espace d'apprentissage. Forcément, le présentiel va y être, va s'approprier des choses ou va travailler en amont sur les modes d'apprentissage. Vous avez tout intérêt véritablement à développer ça. Et puis, c'est vraiment l'idée connectiviste, pardon, de se dire qu'il n'y a plus maintenant d'espaces fermés qui seraient des espaces où on apprendrait. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'essaie de répondre au fur et à mesure sur celles qui concernaient le chat. Il me semble qu'on a définitivement perdu Arnaud, qui était voilà, qui était connecté de la réunion, hein, ce qui peut expliquer aussi des décalages de connexion. Voilà, n'hésitez pas soit à rebondir, à poser des questions et même à activer les micros. Enfin, alors juste par rapport à ce que vous disiez, si c'est quelque chose que vous envisagez ou que vous faites déjà intégrer un MOOC dans une formation standard ou classique. Vous parliez d'Intel par exemple. Oui, ouais, Timothée, alors je sais pas si ce que j'ai pu te dire t'aide, mais vraiment en amont pour se dire qu'est-ce qu'on en fait. S'il se contente simplement de suivre des vidéos et de répondre à des tests, hein, il y a une limite que j'ai pas évoquée, mais en fait ça dure 6 semaines. C'est 6 semaines très intenses et donc quand on est inscrit à ça, ben on va très vite, on sait qu'on a des évaluations à faire. Et puis on oublie aussi très vite en fait, hein, si on se l'approprie pas. Est-ce qu'il y a des modèles et des manières de monter un MOOC? Il y a un MOOC qui est vraiment très intéressant, qui est mis en place par quelqu'un qui s'appelle Mathieu Cizel, et c'est sur France Université Numérique. Et qui lui propose justement en 6 semaines de mettre en place et de créer un MOOC. On est déjà à une centaine de projets et c'est quand même franchement intéressant, hein. Je sais qu'il y a des CFA parmi vous, il y a quelqu'un qui a un projet pour accompagner des gens qui sortent de Bac Pro pour aller dans un BTS. Vous avez des personnes qui vont être sur des MOOC beaucoup plus précis sur des connaissances en biotechnologie, etc. Enfin, c'est sacrément voilà, large et impressionnant. Et, et donc, alors, sur Mathieu Cizel, si vous tapez son nom sur Google, vous tomberez aussi sur son blog, qui est vraiment une mine d'informations sur les méthodes, sur les dispositifs, sur tout ce qui peut tourner autour des books. Voilà. Après, pour chacun, pour ceux qui peuvent être intéressants, il y a en général beaucoup de réflexions, et notamment sur les tout premiers. Il y a des livres blancs qui existent aussi. Je vous recommande une plateforme dont j'ai pas parlé qui s'appelle YouKnow, et ils ont un livre blanc qu'ils mettent à disposition sur comment créer un MOOC. Franchement intéressant, précis, comme c'est des gens qui développent une plateforme qui sont situés sur Paris, hein, c'est francophone ce livre blanc. C'est franchement intéressant. J'en ai vu d'autres, hein, des livres blancs, mais souvent c'est pour faire la promotion d'un dispositif et puis c'est écrit par des gens qui ont découvert tout juste ce que c'était. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques.
Ok, ben grand merci à vous. Et donc, je crois que c'est le 23. En tout cas, prochainement, on va refaire quelque chose avec. Euh, je pense que la conférence a été enregistrée. Je suis pas sûr. Je vérifie. Alors, on devrait refaire quelque chose, mais cette fois-ci plus sur les aspects motivationnels en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on reste sur les 6 semaines autour du 23 juin. Voilà. Oui, ça a été enregistré. Dis-moi.